Bonjour, nous sommes jeudi et c'est la lecture du jour. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un bref passage d'un roman qui m'a fortement impressionné, que vous avez peut-être lu, qui est intitulé Loin de Chandigarh de Tarun J. Deshpal. Voilà, Loin de Chandigarh, page 246. On y va? Nous achetâmes une petite table de travail au marché de brocante de Lajpat Nagar. Elle avait 2 tiroirs à gauche et un barreau de bois transversal pour les pieds. Les tiroirs, munis de fausses vieilles poignées de cuivre, s'ouvraient par à-coups. Le plateau lustré à la chaude patine brune paraissait ancien. Du moins, je le croyais. Car lorsque Fiz le tapota d'un petit coup sec, il rendit un son creux, et lorsqu'elle le gratta, le mastic utilisé pour boucher les fentes resta sous ses ongles. Elle éclata de rire. Je crois que cette table a vu le jour hier. Cela n'avait aucune importance à mes yeux. J'avais juste besoin d'une table de travail. Nous achetâmes aussi une chaise pour aller avec. Le pied arrière gauche avait 1 centimètre de moins. Je demandai au vendeur ventripotent, qui ne cessait de se récurer le nombril tout en exaltant les vertus de sa marchandise, de le réparer avant de nous les livrer en charrette. Dans les allées tortueuses et encombrées de la brocante, fusaient des conversations virulentes sur les meubles authentiques et les faux. Tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche. Tech, tech, tech. Tout le monde voulait du tech, réclamait du tech, mettait en question le tech. En tendant l'oreille, on pouvait aussi isoler dans le vacarme ambiant le son des antiquités neuves. Tech, tac, tech, toc, tech, tac, que les artisans fabriqués à l'arrière des stands. La table et la chaise trouvèrent leur place dans la petite chambre dont la fenêtre s'ouvrait sur la ruelle de service en désuétude, envahie d'herbe et de détritus. La vue donnait sur l'arrière des minuscules maisons. Des grilles de fer oppressantes emprisonnaient les courettes exiguës et les vérandas étranglées. Le grand principe architectural de la classe moyenne indienne. Air, lumière, sécurité. Mais surtout, sécurité, sécurité, sécurité. Des cordes à linge couraient partout, avec des pinces en plastique de couleur accrochées dessus comme des bourgeons sur une branche. Vers midi, après l'heure de la lessive, les bourgeons fleurissaient dans une débauche de vêtements. À les observer, on pouvait dresser une carte intime des habitants. Je remarquais d'audacieuses petites culottes dans certaines maisons. La rue elle-même était un enchevêtrement de câbles téléphoniques ou électriques dont les tentacules s'étendaient à l'intérieur des maisons de la façon la plus anarchique. Le jour où j'installai la table, j'aperçus un joli corbeau gris-noir suspendu la tête en bas en face de notre fenêtre. Sa mort était récente. L'électrocution ne l'avait pas endommagé. Les plumes luisaient, la tête était intacte. On aurait dit un cormoran en train de plonger. Les ravages du temps et des insectes n'étaient pas encore intervenus. « C'est un mauvais présage » demandai-je à Fiz. « Le corbeau annonce toujours une visite. Dans ton cas, c'est la muse. Mais celui-ci est à l'envers et est mort. Il a attendu trop longtemps. Il est probablement mort à force d'attendre. » Fiz fit placer de simples étagères de contreplaqué sur les murs. Le menuisier expliqua qu'il s'agissait d'une nouvelle sorte de contreplaqué résistant à l'eau et aux termites, qui survivrait aux livres. Il répéta cela une bonne dizaine de fois, l'obsession d'éternité de tous les hommes. En regardant les livres, j'aurais pu lui répondre que nombre d'entre eux étaient déjà morts. Les livres étaient restés entassés sur les cartons retournés pendant des mois, les piles précairement appuyées l'une contre l'autre. À présent, ils arboraient un air assuré et important. Fiz les rangea par taille. En laissant glisser les doigts sur les dos colorés, creux arrête, on avait l'impression sensuelle de jouer du xylophone. Fiz accrocha à la fenêtre un rideau de voile jaune pâle qui se gonflait sous la brise et laissait généreusement pénétrer le soleil. Au travers, j'apercevais le corbeau suspendu. Il resta là plusieurs semaines, s'abandonnant lentement aux éléments. Pendant un temps, il ressembla à un cerf-volant déchiré, effiloché, perforé.
Puis un jour il disparut. Je me penchai à la fenêtre et il me sembla que le paysage avait subi un changement dramatique. La brosseur était posée sur la table, dévoilée comme un plat. Son ventre rouge brillait et ses belles touches noires flottant en suspension étaient une invite pressante adressée à mes doigts. Poun déménagea de notre chambre pour occuper le mur face à la table. Il me suffisait de lever les yeux pour croiser son regard sombre. Le Tagore, aux teintes d'or, prit place près de la porte. Sur la table, une lampe en aluminium à bouche large, accroupie au-dessus de la machine à écrire, la surveillait comme un contremaître zélé. Une carpette bon marché de couleur brune fut déployée sur le sol pour apporter un peu de chaleur. Toutes les issues d'évasion étaient bloquées. Lorsqu'on fermait la porte, l'arôme puissant de la cire des meubles vous submergeait. Il lui fallut plus longtemps qu'au corbeau pour disparaître. Pendant plusieurs matins, je n'écrivis pas véritablement. Je poussai la brosseur de côté et m'efforçai de tracer une carte routière pour le roman. J'entrepris de dessiner un arbre pour les personnages et un autre pour l'intrigue. Je griffonnai de nombreux brouillons, les raturai, froissai les feuilles de papier, en commençai d'autres. Fiz se retira peu à peu dans un état de déférence. Je sortais souvent prendre l'air, fuyant à la fois l'odeur capiteuse de la cire et la jachère de mon esprit. Chaque fois que j'émergeais du bureau, Fiz était levée sur la causeuse du petit salon en train de lire. Elle levait la tête d'un air entendu et ne disait rien, sauf pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. Le temple de l'art était dressé. Maintenant, on attendait les miracles. Merci. À demain.